Bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivants. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Aujourd'hui, je reçois Olga Alexandrova, thérapeute holistique. Nous allons parler de thérapie, d'émotions et d'accompagnement de la personne dans ses émotions. Bonjour Olga. Bonjour Isabelle, merci pour ton invitation. Alors écoute, je suis tellement ravie de t'accueillir parce que je suis fan de ce que tu proposes. Je vais te présenter rapidement. Tu es donc thérapeute holistique, tu es spécialisée dans la libération émotionnelle, le décodage biologique des maladies. Au fil du temps, tu as mis au point ta propre méthode d'accompagnement thérapeutique. Elle vise à remonter à l'origine du problème afin de retrouver l'équilibre émotionnel et physique. Donc, tu écoutes activement, tu fais des entretiens non directifs et tu proposes donc d'appréhender la psyché humaine, les mécanismes inconscients et leur interaction avec la sphère émotionnelle et biologique. Tu précises que tu n'es pas médecin, tu n'es pas psychothérapeute et tu accompagnes dans la gestion des émotions, le stress, les douleurs physiques qui impactent bien sûr notre vie privée, professionnelle au quotidien. Tu as écrit un ouvrage qui est disponible sur Amazon et tu as une chaîne Instagram que je trouve vraiment excellente parce que c'est comme ça que je t'ai découvert. Alors Olga, je vais commencer par une première question. J'ai mon chat, un de mes chats qui est toujours collé à un autre. Est-il dépendant affectif? Bien sûr, je blague parce que je t'ai vu ton post et tu vas nous parler de ça si tu veux bien. Oui, tout à fait. Alors, je te remercie pour ce résumé sur mon travail. Je rajouterai un petit truc qui me tient à cœur, c'est que je suis une passionnée par la recherche de tous les outils, les algorithmes qui permettent d'être encore plus dans le cœur pour toutes les personnes qui viennent me voir. Et bien sûr, j'accompagne les adultes, les personnes adultes avant tout. Et sur ma page Instagram, à un moment donné, j'étais face à un petit dilemme. J'avais envie de ramener la dimension plus live d'une thérapie, comme s'il y avait un face-à-face avec les personnes, mais je me disais, la déontologie et la confidentialité interdit de partager ce genre de choses. Donc, j'ai trouvé une alternative, c'est de prendre des animaux qui regardent la caméra, des chats, des chiens, des marmottes, ça peut être des hamsters, etc., et qui suivent une séance de groupe comme si c'était réel. Donc, je me suis retrouvée dans la dimension drôle parce que l'humour, je vois pas ma vie sans humour, et la dimension parler des sujets difficiles parfois psychologiquement assez lourd, hein, la codépendance, les addictions, les troubles psychologiques, etc., et de les vulgariser tout en captivant l'attention de la personne qui regarde et en tentant de passer un message important. C'est comme ça que tu m'as découvert et c'est comme ça qu'il y a eu une vague de personnes qui sont arrivées sur Instagram pour voir les chats, les chiens, les thérapies de groupe, etc. Voilà. Oui, j'ai vraiment aimé cette approche. Bon, moi, j'ai vu tout de suite le décalage et la volonté de parler effectivement de sujets profonds avec les animaux. Et en même temps, il y a cet humour qui fait rire et aussi qui allège, on va dire, la difficulté psychologique ou émotionnelle dans lesquelles les personnes concernées pourraient se trouver. On en a besoin. Il y a même une personne récemment qui a laissé un commentaire en disant qu'elle était à l'hôpital, je ne sais plus pour quelle raison, mais qu'elle regardait ses vidéos et que
Ça rendait beaucoup plus light ce qu'elle vivait à ce moment-là. Donc l'humour, il est guérisseur. Il permet et d'alléger et de secouer nos cellules positivement, de nous faire du bien, d'avoir une bonne dose d'énergie positive, de rire, de la joie. Est-ce que ça permet aussi pour les personnes de prendre comme ce recul nécessaire qu'on a parfois du mal à avoir quand on est au creux de la vague? Mm, mm. C'est- Encore la thérapie, la psychologie, ça peut être vu comme euh, je suis peut-être pas normale ou j'ai un bug, etc. Et vulgariser ces concepts difficiles, mais quand je dis vulgariser, c'est de les rendre plus accessibles, d'attirer l'attention de la personne pour qu'elle se pose des questions. Qu'est-ce que je ressens? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je traverse? Et si justement cette vidéo faisait une résonance, que je suis pas la seule à traverser la même chose, parce qu'on est en train de me parler des mêmes dynamiques, des mêmes schémas, des mêmes croyances. Donc oui, creux de la vague ou même en haut de la vague, ça permet de décrasser le psychisme, les émotions, tous les tuyaux du corps de notre être. Quel est ton parcours, Olga, pour parler maintenant vraiment de toi et de ton accompagnement? Mon parcours, j'ai combien d'heures pour le raconter? Il est assez atypique, je pense, parce que je suis née sous l'URSS. Je dis souvent, je suis made in URSS. J'ai quitté mon pays d'origine après avoir eu le bac en poche, arrivée en France avec un français qui était pas très stable et mise directement dans une université de droit où la rigueur, les exigences étaient présentes jusqu'à ce que je m'aperçoive que après 5 ans d'études et 2 ans de début de carrière professionnelle, c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais. Et petit à petit, je me suis lancée dans l'immobilier, où il y avait la dimension déjà plus humaine, mais au lieu de vendre ou de louer des appartements et des maisons, je m'occupais à faire du social, parler avec les personnes de ce qu'elles traversaient. Et en plus, c'était en 2008, l'année de la crise énorme, donc j'entendais régulièrement les gens dire j'ai envie de passer par la fenêtre, j'ai un pré-relais, je sais pas quoi faire. Et donc c'est là que je faisais pas du tout mon travail pour lequel j'étais embauchée, mais c'était plutôt l'aide à la personne. Et petit à petit, j'ai compris que bah, ça devait être mon chemin de vie d'aider les personnes et d'aider à condition qu'ils le demandent, qu'elles soient demandeuses. Oui, bien sûr. Oui, toujours, il n'y a pas de demande. Et donc après, j'imagine, tu es passé du côté de la thérapie, de la psychologie. Oui, j'ai démarré d'abord ma propre thérapie personnelle et quand j'ai découvert ce monde, j'étais boulimique de toutes les approches. Ça pouvait être les constellations familiales, la thérapie par la kinésiologie, l'éthiothérapie, psychodrame, l'hypnose, la psychothérapie classique. Donc j'ai un petit peu été dans toutes les dimensions parce que je pressentais déjà que notre être, il est composé de plusieurs plans. Qu'à la fois chez le psy, je vais peut-être parler plus mental, à la fois chez le thérapeute qui fait des exercices psychocorporels, on va aller vers le corps. Dans les constellations, j'ai touché à la dimension transgénérationnelle, etc. Et je me suis rendu compte à un moment donné que le psychologique et le spirituel se complétaient. Ils avaient une interaction commune, des liens communs, et l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Tu vois, par exemple, typiquement, je dis aux personnes, si vous allez faire des soins énergétiques, vous arrivez chez le thérapeute, il va peut-être replacer les énergies, faire une vidange des énergies usagées. OK. Mais si le conflit psycho-émotionnel qui est à l'origine de ces corps subtils qui sont déstabilisés n'a pas été régulé, vous êtes candidat aux soins énergétiques à vie. Donc, ok, c'est très bien de travailler sur le côté subtil, énergétique, mais en même temps, qu'est-ce qui a amené ces problématiques dans votre vie? Pour moi, le psycho et le spirituel, c'est comme une rencontre entre Freud et Bouddha. Il est- ils devaient se rencontrer quelque part. Ouais, tellement d'accord avec toi. Et donc aujourd'hui, comment tu dis que tu es thérapeute holistique, donc on l'a compris, hein, l'esprit.
le corps, l'énergie, tu associes tout ça et donc tu as une pratique spécifique. Comme tu reçois les gens en cabinet, tu fais à distance, comment ça se passe? Alors, je fais les deux. Je fais et de l'accompagnement en présentiel et l'accompagnement en visio sur Zoom. Quand les personnes arrivent, je divise une séance en deux. La première partie, elle va être dédiée à la discussion, à l'échange plutôt mental. La personne livre ce qui se passe et je commence à faire des suppositions, des liens de cause à effet de ce qui lui arrive, poser des questions complémentaires et lui demander ce qu'elle attend de cet accompagnement ou de la séance en cours sous forme d'objectifs. C'est 50% du travail avec la personne. C'est-à-dire la formulation correcte, non pas qu'elle soit bonne ou mauvaise, correcte dans le sens c'est réellement ce que je veux. C'est Ouais, 50% du boulot entre un thérapeute et la personne qui vient le voir. Et c'est pas rien hein, de formuler correctement son désir, son objectif. Et ça permet de basculer après sur la partie émotionnelle, corporelle, spirituelle. Et là, je pars complètement en freestyle parce que j'ai un coffre à outils avec, ça peut être l'hypnose douce, ça peut être des techniques de constellation, même sans avoir des remplaçants qui viennent jouer les différents rôles. Ça peut être des figurines qui remplacent les personnages. Ça peut être des techniques du psychodrame, la gestalt thérapie avec la discussion des différentes parties en nous, pour justement réguler tous ces conflits intérieurs par lesquels on est concerné. Et quand cette partie dans la séance est terminée, j'invite la personne à aller voir quelles sont les vertus spirituelles qu'elle a pu acquérir grâce aux expériences qu'elle a traversées. Et puis, je complète tout ça avec des exercices pratico-pratiques à la maison pour consolider le travail. ouais, Voilà. c'est formidable. C'est formidable, le gars. J'imagine que vu le succès de ta chaîne Instagram, tes 100 000 abonnés, euh, tu vises grand, c'est-à-dire j'ai le sentiment que tu as envie d'impacter un maximum de gens, mais pas bien sûr dans la quantité, avec du qualitatif également. Alors, je vise grand, je sais pas. Je vise surtout à rallier les personnes à la même énergie, aux mêmes causes, et qui s'y retrouvent. La personne qui s'y retrouvera pas dans mes délires, dans mes blagues, elle partira ou elle laissera un commentaire négatif et ça ne fait que référencer la page encore plus loin. Mais je dirais pas que je vise grand. Je vise à porter un message, à le transmettre. Ça, oui, c'est pour ça que Oui, j'ai écrit. c'était ce que je voulais dire, c'est-à-dire on sent qu'il y a vraiment une volonté que le monde aille mieux finalement, de manière Ah globale. oui, 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 oui. Moi, je suis la première personne qui revoit ses propres vidéos, tu sais, comme si c'était ma propre thérapie finalement. Tu sais, souvent on dit qu'on ne parle qu'à soi. Ouais. Donc, en fait, finalement, au départ, l'idée peut-être de ces vidéos, c'était peut-être pour toi. Et puis, tu as envie de le partager, hein. Absolument, je crée du contenu. Alors, je m'étais mise un principe à la base, c'est que la création du contenu ne doit pas me plomber, être une contrainte, être douloureuse. Parce que monter les vidéos, bon, il y a plus agréable comme activité pour les personnes qui n'ont pas le temps pour ça, hein. Mais je me suis dit, entre la conception entre le tournage, le montage et la publication, une vidéo, si elle me prend plus de 2 heures, c'est pas possible. Donc j'étais la première personne à créer du contenu pour moi. Je revoyais mes propres vidéos en boucle. Je me disais, mais je suis addict à mes propres délires, jusqu'à ce que les personnes me confirment. Mais dès qu'une vidéo, elle porte un message ou elle est rigolote, eh ben on la revoit nous aussi à plusieurs reprises. Tout à fait. Et puis, du coup, tu as de la joie, toi, en créant ça, et tu as envie de partager ça. Et c'est comme ça que qu'est venu finalement le buzz. Oui, je pense que c'est une touche personnelle, parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs qui sont très sérieux, et bon, ben, moi dans mon travail aussi, hein, je suis assez sérieuse, mais la touche de rire, elle est indispensable. Ah, mais je suis tellement d'accord avec toi. Oui, parce que comment les 5 conseils, les 8 méthodes, voilà, je pense qu'on en a tous vu et lu et
c'est aussi une manière de te démarquer et d'être vraiment qui tu es, hein, de te connaître à travers ces vidéos. De se démarquer, je suis tout à fait d'accord, parce que par exemple, quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a des années, c'était une contrainte. Je me disais, oh là là, mais si je dis un mot de travers, etc., mais les gens, ça va pas leur plaire. À un moment donné, bah, on frôle une fatigue chronique avec tout ça, jusqu'à ce que se dire, mais si je suis vraiment dans mon énergie, dans ce qui me correspond. Il y a bien quelqu'un à qui ça conviendra. Il y a bien quelqu'un qui restera là, il prendra ce qu'il a à prendre. Et si jamais il y a personne, bon, bah voilà, ça va être une page vide remplie de plein de vidéos, bah, je les visionnerai moi-même. Donc, celui qui est attiré par ces vibrations, par ces messages, bah, il repasse, il revisionne, il pose des questions, et puis au fur et à mesure, les personnes, elles vont regarder ce qu'il y a sur le site, ce qu'il y a au niveau, proposé au niveau des activités, le livre. Ils achèteront peut-être le livre, oui. Tout à fait. C'est formidable, mais je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est un conseil qu'on pourrait donner à d'autres thérapeutes ou coachs dans ce domaine du bien-être, du développement personnel, c'est de trouver leur manière de communiquer qui n'est peut-être pas dans les standards et sans copier forcément, hein, trouver sa touche personnelle pour que les gens puissent découvrir à la fois notre personne et le travail que l'on fait. Oui, et après, tu as dit tout à l'heure sans copier. Moi, je me suis longtemps posé la question sur la légitimité. Oui, mais il y a quelqu'un qui a déjà fait ce genre de contenu, etc. Moi, je me suis dit, OK, on va prendre les meilleurs pour les améliorer. Mais améliorer avec sa touche personnelle. Parce que dans mon contenu, par exemple, il y a beaucoup de choses dont je suis inspirée par ailleurs, mais ça peut être des domaines qui sont complètement autres. Ça peut être quelqu'un qui parle de la nourriture qui sort une blague et je me dis, tiens, ce genre de blague, je l'appliquerai à tel contexte, je parlerai de la psycho, je rajouterai telle chose. Et donc, ça fait qu'il y a un espèce de jumelage entre les différentes choses, mais ça existe peut-être par ailleurs. Quelqu'un Ah, là mais de tellement, c'est que tu sais, hein, tous les sujets ont été abordés de mille manières, on va dire, et c'est comme dans le cinéma ou dans le chant. euh, Finalement, rien ne ressemble à une chanson d'amour qu'une autre chanson d'amour, mais l'auteur, le créateur va le dire à sa manière et parfois les mots sont identiques, mais le contexte est différent et du coup, ça fait comme un autre angle d'approche. Absolument, absolument. Et c'est un angle personnalisé et individuel au final. Qu'aimerais-tu voir pour toi dans les prochaines années? Comment tu aimerais, on va dire, aller, alors, j'ai pas envie de dire plus grand, plus loin, mais est-ce que tu as envie de choses? Tu as encore des projets? Oui. Actuellement, j'ai un projet qui est pour l'instant dans les coulisses. Je ne Je- dévoile pas trop parce que tu sais que les... Alors les idées, tu sais, le monde des idées, il peut sauter de personne. Voilà, tout à Voilà, fait. mais si Il est tu dans veux les bien t'en coulisses. parler. J'estime, bon après peut-être que j'exagère un peu et je me jette des fleurs, mais j'estime que c'est une bombe Ah, qui va exploser dans la joie et qui aidera les personnes à aller encore plus vers leur croissance personnelle. Donc je peux pas en dévoiler les détails, surtout que c'est dans les prémices, mais oui, j'ai un projet en ce moment. Qui se concrétise de plus en plus. Et sinon, parmi les projets dont je peux parler, bah, c'est créer des ateliers, transmettre encore plus au niveau du groupe, parce qu'en individuel, c'est vrai que c'est mon principal travail de faire des accompagnements individuels, mais je fatigue aussi dans le sens où c'est assez linéaire. On peut pas prendre plus de 4-5 clients par jour sans être fatigué à la fin de la journée. Et j'aimerais bien avoir plus de temps pour créer des outils, créer des audios, parce que je fais pas mal de méditation, hypnoméditation, des hypnoses. Et les ateliers, c'est quelque chose qui me tient à cœur, voire même, pourquoi pas, donner des outils aux thérapeutes, parce que c'est ce que je dis, le thérapeute, c'est mon meilleur client, dans le sens, non pas qu'il est mieux qu'un autre, mais c'est avec ce type de client que je m'entends sur la terminologie le plus. bien C'est des sûr. personnes qui sont C'est prêtes des à aller pères, on va dire. assez vite. Voilà.
Donc, ça serait des ateliers toujours en distance ou en présentiel. Il y en a déjà, il y a des ateliers qui sont en ligne autour de la transformation des peurs, autour des 5 blessures émotionnelles, mais ça peut être aussi des sujets assez touchy comme par exemple euh, la dualité, transcender la dualité, comment aller vers le lâcher-prise, et ça va être assez technique mais aussi pratique pour voir où est-ce que les personnes ont des difficultés, comment elles peuvent charger un certain nombre de concepts, par exemple le bien et le mal, l'échec et la réussite et vouloir qu'un seul pôle et l'autre, et comment elles en souffrent. Donc, il y a énormément de sujets d'ateliers, le deuil, la perte de repères, les addictions, etc. Mais chaque chose en son temps, j'aimerais être partout, mais physiquement, c'est pas possible. Il faudrait une deuxième vie dans la même Oui, vie. ou est-ce que tu te verrais avec une équipe d'autres thérapeutes avec lesquels tu pourrais œuvrer? Oui, 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 en 50% du temps. Et Ouais. Oui, bien sûr, on ne peut pas transférer en fait qui on est hein, dans un autre, puisqu'on est tous uniques. Mais parfois, la co-création, c'est intéressant aussi. j'avais un rêve que je partageais avec mes proches. Je disais, si jamais un jour j'ai une somme d'argent astronomique, pourquoi pas, ce serait l'idéal de créer un centre où il y a plusieurs types de thérapies, plusieurs types d'approches. Je suis sûre que ça existe déjà et que ça se développe, où une personne arrive et elle va autant faire un bilan médical qu'elle va faire un soin énergétique, aller chez un coach, un thérapeute. Faire peut-être du yoga, etc. C'est ce genre de choses où il y a un rassemblement des expertises. Ça pourrait m'intéresser. Moi, j'avais fait ce rêve avec une sorte de, on va dire, de week-end transformationnel où il y aurait comme ça des ateliers. Je vais donner l'exemple, mais c'est la tête de l'humanité dans le mode avec plein de tentes où en fait les gens ils pourraient tester plein d'approches différentes. Ouais, une sorte de Et festival ou de voilà, grand. c'est ça, c'est ça, c'est ça, qui durerait sur plusieurs journées avec une seule entrée et que du coup, ben, on trouverait peut-être après la personne avec qui aller plus loin ou qui correspond vraiment à notre problématique et avec de la musique. Enfin bon, c'était très éclectique, mais ce type de centre existe. On les voit dans les cabinets, on va dire les pôles paramédicaux. Oui. Mais il n'y a pas cette idée de goûter un petit peu d'échantillonnage comme ça. Moi, ce que j'ai vécu, c'est qu'il y a encore chacun dans sa salle avec sa Oui. patientèle et Et en même temps, je suis sûre qu'on en parle là et c'est déjà en train d'être créé quelque part, hein. oui, certainement, certainement. À Ouais, partir du moment où nous deux, on est en train d'imaginer ce genre de choses, c'est que non seulement il y a de l'offre qui va se préparer, mais il y a aussi la demande pour ce type de choses. Tu vois, typiquement, ce week-end, j'étais au Salon Zen fallait me dire. à Paris, et c'est vrai que, bon, moi, là où on vend du fromage, même s'il est bio, ça m'intéresse pas trop. Là, on va vendre des chaussures. Même confortable, ce ne sera pas le pôle où j'irai. Et j'ai senti un peu un manque d'avoir comme une aile, je sais pas, où il y a que des thérapeutes, où il y a des écoles, etc. Je ne me suis pas retrouvée totalement dans ce genre de salon, même si c'est un des salons les plus réputés. Ah oui, oui, c'est étonnant parce que nous, à Toulouse, on a un salon qui vient d'avoir lieu là et Oui, il y a vraiment beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de thérapies. Euh, Ça peut aller du couchage à la méditation, aux pierres, etc. Et ce qui était intéressant en plus, c'est qu'il y avait un intervenant d'une chaîne YouTube aussi assez connue qui venait interviewer des thérapeutes, des coachs sur le salon. Et il y a toujours des conférences aussi. Et je trouvais cette idée-là très intéressante. c'était pas le salon du bien-être et des thérapies. Si, c'est ça, oui, oui. D'accord, je connais l'organisateur de ce salon Ouais. qui en organise à des différents endroits en France et qui choisit les intervenants. C'est magique, les personnes qui choisit. Oui,
Oui, vraiment. Et de fait, ben, ça serait bien que ce soit pas qu'un salon finalement, ce qu'on rêve, hein, ça soit permanent. Là, non, absolument. Hein, avec des gens qui viendraient de manière peut-être ponctuelle et permanente. Bon, bah, on a posé l'intention et c'est sûrement effectivement en train d'être créé ou c'est peut-être qui Tiens, va initier le mouvement. absolument. Je pose souvent cette question aux invités qui passent sur le podcast parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Quelle est ta vision pour le monde? Qu'espères-tu voir se produire dans le monde? Oh là là, tu me poses une question. Oui, c'est très général, mais on y Oui. participe, tu y participes, toi, avec ton métier, avec tes accompagnements. Alors, ce que j'espère voir dans le monde, là je te dis à chaud les deux sujets qui me viennent, c'est que ce monde se réorganise autour de la petite enfance, l'enfance et tout ce qu'on transmet à l'enfant. Quand Hmm. on va à l'école, et personnellement, enfin moi j'en ai fait l'expérience, mais je pense que toi aussi, comme Un toutes les... produit de cette école-là. On n'avait Oui. pas à l'école des matières telles que les émotions, telles que ben, comment répondre à ses besoins dans la vie, qu'est-ce qu'on fait quand on est, je sais pas, quand on est quitté par quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait quand on est licencié, comment gérer tout ça. On n'était pas préparé à cette dimension humaine et émotionnelle. Et j'espère que ce monde se réoriente vers la rééducation, vers les choses qui sortent du parcours maths, chimie, physique, etc. Qu'on touche, qu'on enseigne aux enfants bah, comment vivre, comment Comment se être? être et comment entrer dans la vie, comment traverser des moments difficiles. Donc ça, ce serait une première chose que j'ai envie de te dire. Et ensuite, Être pour moi comme l'école de la vie, finalement. absolument, absolument. La deuxième chose qui n'a rien à voir, mais je pense que c'est du côté de notre alimentation, de ce qu'on Mhm. mange. Pour moi, c'est aussi une entrée, non plus cette fois-ci dans le monde psycho-émotionnel, mais dans le monde de la matière. Mhm. La façon dont on mange, ce qu'on respire, ça fait aussi de nous des êtres qui sont énergisés dans la vitalité, qui sont connectés à leur intuition. On a énormément de choses du côté de l'alimentation, du côté aussi de ce qu'on rejette dans l'atmosphère. Mais je parle pas à des niveaux galactiques, mais à des niveaux de nos machines à laver et lave-vaisselle, hein, comme on pollue la planète. De ce côté-là, oui, oui, oui. Et puis moi, ce qui m'en vient avec l'alimentation, c'est aussi le sujet des animaux. Je suis comme toi, je suis très sensible aussi à ça. Bah, d'ailleurs, les chats d'Isa, donc c'était aussi ça qui m'avait amené vers toi. Mais la manière dont on mange, ben, forcément, a un impact sur nos animaux, la manière dont on les élève, dont on les traite, Hmm. pour en faire de la nourriture, pour moi, ça me, C'est un sujet, ça me touche énormément. il est tellement évident, tu vois, que j'en ai même pas pensé à en parler, alors que hier encore, je présentais des personnes qui œuvrent pour que le deuil animal soit reconnu. Justement, j'allais venir, tu m'as devancé. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ben oui, justement, je t'ai vu hier, j'ai vu cette publication où tu parles du deuil animal, parce qu'aujourd'hui, il y a en fait pour moi comme une sorte de clivage dans notre monde. C'est nos animaux de compagnie que l'on considère pour beaucoup comme des membres de notre famille. Enfin, moi, c'est mon cas. J'ai 4 chats et c'est des membres de la famille. Il y en a qui sont déjà partis et ça a été très douloureux à vivre, hein, comme quelqu'un qui s'en va, qu'on aime beaucoup. Et à côté de ça, ben, la maltraitance qui est faite justement à ces animaux domestiques qu'on voit comme de la nourriture, qu'on entasse dans des caisses et qu'on envoie à l'abattoir. Alors, bien sûr, nous sommes comment dirais-je, dans la chaîne alimentaire, on est au-dessus de la mêlée, mais pour autant, alors moi, je mange plus d'aliments, on va dire, qui viennent des animaux depuis peu.
Mais c'est pas mon objectif, hein, que tout le monde soit comme ça. Mais comment on pourrait aussi, voilà, l'idée est de traiter dans une, c'est autre chose, ça nous appartient pas parce que ça c'est plus collectif. Mais accompagner ce deuil, c'est ce que tu proposais hier, cet accompagnement du deuil de nos animaux domestiques. Depuis que j'ai fait des vidéos avec les animaux sur ma page Instagram, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont contacté, dont toi, bien sûr. Et parmi toutes ces personnes qui étaient déjà des propriétaires des animaux, des amoureux, mais aussi des personnes qui me proposaient plein de projets, il y a une organisation, une association qui m'a contactée qui est vraiment touché par l'amour de l'animal, du lien à l'animal, et qui estime, et je suis assez d'accord avec ça, que le deuil de l'animal n'a pas une énorme place dans notre pays par rapport à d'autres. Ça change, les choses progressent, mais en France, il y a quand même encore des tabous. Les personnes déjà qui perdent leur animal, elles se retrouvent souvent confrontées à des émotions que dans un deuil à une personne proche, c'est pas tout à fait la même chose. Par exemple, la culpabilité peut être plus grande. Lorsqu'on prend la responsabilité d'écourter la fin de la vie de son animal, eh ben, on peut culpabiliser énormément. Ensuite, les animaux sont considérés comme des membres de la famille. Et ça, je crois que c'est plus de 80 personnes propriétaires des animaux qui les considèrent comme ça. Oui. Et la perte de l'animal, avec tout le lien d'attachement qui a été là, la compensation affective n'est pas toujours facile. Je donnais les chiffres hier qui sont encore en tête, c'est sur 3 600 000 personnes qui chaque année perdent leur animal de compagnie, il y a 3 100 000 personnes qui vont vivre le deuil difficilement. Elles ne se sentent pas soutenues, elles n'ont pas les mêmes rituels et pas le même hommage qu'on peut rendre à un animal qu'on fait dans le cadre de l'être humain. Et puis, de toute façon, les personnes peuvent même le vivre comme, bah, j'en parle pas, c'est de la faiblesse, c'est juste un animal. Et pourtant, où est-ce qu'on met toutes ces émotions? Donc, informer, légitimer, soutenir, donner des clés, rendre hommage aux liens avec nos animaux, célébrer l'amour, c'est les causes auxquelles je suis ralliée depuis pas longtemps, mais parce que j'ai compris à quel point c'était important pour moi les animaux. Typiquement, moi j'ai deux lieux de vie et sur mon deuxième lieu de vie, c'est à la campagne. Il y a des animaux sauvages, mais aussi des chats sauvages qui viennent de temps en temps parce qu'il y a des croquettes à proximité. Et je vois que les liens ils sont créés très très vite dans les deux sens. Même si ils étaient sauvages, le lien il se crée sous quelques semaines seulement. Oui, tout à fait. Euh, Et il y a quelque temps de ça, j'avais reçu une personne qui concevait des cercueils pour les animaux. mm, Et ouais. elle militait pour qu'il y ait des cimetières aussi pour les animaux. Parce que, bah, qu'est-ce qu'on fait aussi, hein, après, question importante pour faire le deuil, ben, on n'a pas de lieu, ça va être dans le jardin ou alors après, ça part dans... Ça commence à arriver, mais c'est aussi l'histoire des grosses sociétés avec des gros sous en ce moment qui prennent cette part de marché. Et oui. Mais bon, il y a des pays, par exemple, qui ont des maisons du deuil. Hmm. Et quand on prononce ce mot, on sait que c'est pas plombant, c'est pas Bien sûr. pour être pleurer de chagrin. C'est au contraire, c'est pour être accompagné. Voilà, j'ai perdu mon animal. Par quoi je vais passer? Qu'est-ce que je vais traverser? C'est quoi les obstacles? Qu'est-ce qui ralentit la cicatrisation? Est-ce qu'il y a quelque chose de niveau concret au niveau des aides? Parce qu'aujourd'hui, enterrer les animaux dans les jardins, bah, c'est pas tout à fait Les gars. légal. Non. Il y a énormément de questions autour de ça. Donc oui, le lien à l'animal et l'accompagnement de la perte, de l'absence, ça fait aussi des questions que je traite en thérapie, hein. C'est ce que C'est-à-dire j'allais qu'elles dire, ouais. ouais, Et elles tu sont peux faire quelque chose de spécifique, en fait, par rapport à ça? bah, comme on est toujours, moi, ma partie, elle est plus psychologique. Je suis pas du côté de l'animal. Tu vois, il y a des vétérinaires, Oui. par exemple, qui peuvent ou des comportementalistes qui vont dire bah, l'animal, il a besoin de ça, du Oui, traitement, toi, tu es du côté de l'humain. plutôt du côté de l'humain qui a créé un lien.
qui a perdu ce lien, qui est déstabilisé et qui veut accompagner son animal vers la fin de vie de manière la plus cool, paisible, écologique possible. Donc, c'est plus l'humain qui m'intéresse, mais qui aime l'animal. Ouais. Ouais. Et le reste, je laisse à d'autres corps de métier, hein, plus Oui, spécifiques, oui. bien sûr. Ouais, ouais, Je ouais. pense que déjà avec les humains, tu as fort à faire avec tous les sujets qui existent. Tout à fait. Quel est le plus jeune accompagné que tu as eu? Le plus jeune, alors il y a autrefois, je travaillais avec les enfants. Aujourd'hui, je ne le fais pas parce que c'est aussi un terrain où des fois un enfant arrive, il est accompagné par la mère, mais le père, il n'a pas du tout envie que son enfant soit en thérapie. Et du point de vue du cadre légal, c'est pas simple. Mais lorsque je travaille avec les enfants, le plus jeune, 2 ans. Ah oui, C'est à la fois très simple, même si c'est pas quelqu'un qui vient exprès pour ça, ça peut être l'ami l'enfant d'une copine qui traverse une difficulté et on est là pour, je sais pas, lui donner des cartes, des jouets, lui poser des questions, l'accompagner dans le dessin, voilà. Par contre, je peux te parler du plus âgé. Il avait oui, mais 92 juste en ans. aparté, je te dis ça, je dis ah oui, j'ai l'air surprise. Et puis moi, j'ai amené ma fille au CMP, elle avait 18 mois, et à peu près, je crois. Et elle écoutait comme ça sagement ce que lui disait la psychologue, même si elle ne Ouais, pouvait pas interagir, mais on sentait que, elle était quand même à l'écoute de ce qu'elle entendait. tout à fait. Pour moi, sur les tout petits, la meilleure thérapie, c'est quand le parent arrive avec l'enfant. Et c'est Oui, par oui, le parent que bien ça sûr, j'étais passe. avec elle, oui. Mm, tout à fait. Et j'ai aussi, moi, eu en sophrologie, la plus petite, elle avait 3 ans. C'était à la période post-Covid, parce que j'allais à l'école primaire pour faire de la sophrologie entre midi et deux. Et du coup, il y avait eu des absences et il m'avait mis un peu tous les enfants. Et la plus petite avait 3 ans et elle essayait de faire les exercices de respiration. Ouais, c'était vraiment chouette. Mm. Tout à fait. Oui, oui, Ouais. oui. Les enfants sont beaucoup, de plus en plus ouverts à toutes ces dimensions spirituelles, subtiles, mais même aussi aux objets avec lesquels ils peuvent nous transmettre des informations, même des poupées. Demander à un enfant de parler d'une petite scène entre les poupées de ce qui se passe, il va livrer énormément d'informations, hein, Avec sur ce ses qu'il faut doudous, voir. parfois. Les doudous, voilà, les figurines, des petits cubes, des Legos, etc. Oui, absolument. La plus âgée, le plus âgé. Le plus âgé avait 92 ans. Et déjà, quand je l'ai eu au téléphone, je me suis dit 92 ans, ça va être très difficile, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. Et puis, il est arrivé et il m'a dit, ça fait plus de 30 ans que je m'intéresse au développement personnel, à la spiritualité. Et tu vois, avec euh, mes préjugés, on va dire, de me dire, bah, ça va être difficile, bah, il m'avait appris plein de trucs. Il t'a donné comme un retour dans le... Absolument. Il était venu pour des choses sur lesquelles j'avais mes compétences, mais il m'a quand même parlé des choses. Je me dis, ah oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais en fait, ok, il n'y a pas une question d'âge. Mais tellement. Mm, mm. Justement, qu'est-ce que tu as le plus appris avec tes accompagnés? Peut-être sur toi ou... Oui, absolument. Ce que j'ai le plus appris, c'était des moments où j'étais authentique avec moi-même ou si je me racontais des salades. Je pense qu'être sincère et dans la vérité avec soi, si on devait donner un prix symbolique, bah, ça coûte moins cher, entre guillemets, que de se mentir. Donc, quand les personnes arrivent, il y a des nombreux types de personnes, mais si je devais te donner deux catégories, on va dire, sans les cataloguer, mais deux catégories, c'est des personnes qui sont des miroirs ou des Ouais, personnes qui sont des guides. Les ouais. personnes miroirs, elles arrivent et OK, je suis passée par là, je sais parfaitement comment ça se ressent, etc. Même si je vais pas dire que je connais à la place de l'autre, mais ça résonne en moi. Je Tu suis les pas comprends tellement parce que je- tu as vécu cette expérience-là. Absolument. Et je me dis, OK, ben ça a été dépassé. Je vois comment guider la personne et c'est simple. Et lorsque le client guide arrive, là, il peut y avoir des choses que j'ai jamais vues.
Il va me parler d'un syndrome, je sais pas, d'une pathologie, d'une dynamique intérieure avec laquelle j'ai jamais été en contact. Et là, je peux me dire, ah, tiens, j'ai des difficultés, mais comment ça marche? Ok, ouverture des livres, écouter des capsules, m'informer. Donc, il me pousse à aller au-delà des certaines zones de confort où le thérapeute peut avoir tendance à se dire, bah, ça y est, je sais tout, j'ai tout compris, je sais comment guider, etc. Donc, c'est des personnes qui vont ouvrir des horizons, ou alors ils viendront taper là où ça fait mal et c'est précisément ces turbulences qui, dans la relation, arrivent, me disent, mais en fait, c'est à propos de toi. Va Mhm. regarder plus loin. Donc, même si c'est pas toujours agréable avec les clients guides, Mhm. c'est toujours transformateur et libérateur au final. C'est grâce à ces personnes que j'ai bougé le plus. Oui, puis Voilà. tu peux encore ouvrir et aller dans des espaces qui n'étaient pas éclairés jusqu'à présent. Donc, on est des maîtres initiatiques les uns envers les autres au final. Mais oui, tout à fait, tout à fait. On co-crée ensemble. Absolument. Ouais. Merci pour tout cela, Olga. Nous arrivons bientôt au terme de notre entrevue. Ça a passé vite, c'était très intéressant. Est-ce que tu aurais quelque chose, une précision, quelque chose à ajouter? Oui, alors déjà, je te remercie pour cette interview que j'ai beaucoup aimé certaines questions et certains moments de cet échange, vraiment formidable. Merci à Merci toi. beaucoup. Et pour toutes les personnes qui vont nous regarder, je dirais, si vous traversez des difficultés, si vous sentez que par vous-même, vous ne trouvez pas les clés, n'attendez pas longtemps. Quand vous avez une carie, vous allez voir un dentiste. Quand il y a un incendie, on appelle les pompiers. Si votre voiture ne démarre plus, vous allez voir un garagiste. Donc, si vous avez une panne au niveau émotionnel, psycho-émotionnel, spirituel, que vous avez perdu le sens de votre vie, que vous vous sentez bloqué et vous ne comprenez pas pourquoi, il y a une multitude de thérapeutes qui existent qui peuvent vous guider et dans cette multitude, fiez-vous à votre ressenti. Comment vous sentez l'énergie de la personne? Lisez les avis si vous voulez, ça va un petit peu calmer le mental pour se dire, OK, la personne a des avis positifs, mais n'attendez pas d'attendre des moments où le corps, il est flingué, il vous envoie des messages où des fois on n'a même plus d'énergie pour aller en thérapie. Voilà, ce serait ça mon dernier message aux personnes qui te regardent. Qui nous regarde. Ouais. Je ne peux que valider tout ce que tu viens de dire. Merci. Merci, merci Olga, merci à ceux qui vont nous écouter. Et puis bien sûr, sous les vidéos et l'audio, il y aura tous tes liens pour te retrouver. Super. Merci beaucoup, Merci. belle journée. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez toutes mes actualités sur www.coach-isabelleleroy.fr.